D'accord. Ça va peut-être un peu modifier ma voix et je vais peut-être être plus surprise que vous, mais m'en voulez pas. Alors, merci tout d'abord de m'accueillir. Ça change? Oui, vous m'entendez? Ce soir, je vous remercie pour l'invitation en tant qu'association de la Société d'Histoire de Lyon, qui m'a contactée l'année dernière pour venir présenter un petit peu mon travail de mémoire. Et je remercie également les archives de nous accueillir ce soir et puis aussi pendant le temps de ma recherche, notamment à la salle de lecture et pour l'orientation que M. Huguet m'a donnée pour préparer ce mémoire. Donc, comme je vous disais, cet exercice, en tout cas, cette présentation, elle est issue de mon travail pour mon mémoire, donc pour valider mes 2 ans de master que j'ai réalisé à Lyon 2 dans mon master d'histoire contemporaine et histoire des femmes et du genre. Donc, l'objectif, c'était de comprendre ce que c'était l'internat Favre à la demande de ma tutrice, donc Madame Thivan, parce que personne jusqu'à maintenant ne s'était vraiment penché de manière historique, scientifique sur le fond, et que les archivistes étaient un peu en demande de quelqu'un qui voudrait bien un petit peu regarder comment se passe le fond et qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Je ne pense pas avoir les réponses à tout, mais si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre et n'hésitez pas à me faire un petit signe, à m'appeler. Donc cette histoire, cette histoire s'inscrit à la fois dans décrire ce que c'est l'internat, son histoire, faire une sorte de monographie, et puis en fait la deuxième partie de mon mémoire, essayer de montrer s'il y avait eu des ruptures ou des continuités familiales quand un enfant était pris en charge, comment ça se passait. Et donc pour faire cette deuxième partie, je me suis focalisée sur les dossiers individuels des enfants, qui sont disponibles du coup aux archives avec une demande de consultation spéciale à faire, vu que ça relève de la vie intime et privée des individus. Et ce soir, je vous propose... Waouh, c'est un peu violent. Je vous propose de poser quelques jalons historiques sur l'internat Favre, de revenir un peu sur son histoire, et ensuite, si on a le temps, si je ne suis pas trop lente, de faire un petit panorama du public accueilli de la fin du 19e siècle à la fin du 20e siècle, voir un petit peu quelles sont en fait ces familles et quels sont un peu les enfants qu'on a accueillis à l'internat pendant ce gros siècle. Sachant que j'ai consulté des archives qui allaient jusqu'à 1991 et que pour le début de la période, donc fin 19e siècle, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir des dossiers constitués comme ça a pu l'être pour la seconde partie du XXe siècle. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du projet de création de l'orphelinat qui est pensé d'abord pour les jeunes filles. Et cette pensée, elle s'inscrit dans un contexte historique, celui de Lyon, de la fin du 19e siècle, qui est celui de l'essor industriel, de l'industrialisation. Lyon est une grande ville qui est assez riche et qui a aussi une optique, une volonté politique, sociale et républicaine. Dans ce biais-là, les maires successifs de Lyon vont essayer de mettre en place les principes institués par la Troisième République et traduire en fait la politique générale de l'État en version lyonnaise. Et c'est ce zèle républicain que l'on voit en 1881, donc lorsqu'un membre du conseil de la ville et militant propose la création d'un orphelinat au conseil municipal. Ce membre du conseil, c'est Jean Japité. Et donc il propose cette idée au conseil municipal en 1881. Le but, sa plaidoirie qu'on retrouve aux archives, c'est de diminuer les charges des familles indigentes, permettre à ces familles de supporter ce qu'il leur reste sans trop de pénibles privations par le produit du travail. Donc en fait, dès la naissance du projet, dès l'idée de projet, le traitement de l'orphelin, l'accueil d'un orphelin, est lié aussi au traitement de la pauvreté. Ces deux dynamiques, elles vont vraiment continuer tout au long de la période où l'institution est un orphelinat. Ça va s'amoindrir un peu avec le temps. Bien sûr. C'est mieux comme ça. Le but, si c'est le traitement de la pauvreté, c'est également permettre de pourvoyer aux besoins matériels et intellectuels des enfants accueillis et de réduire... Ah, ça a coupé. Oui, ça a coupé. Problème de format. Et de réduire en fait la criminalité, la délinquance juvénile. Donc on a en fait l'association des enfants délaissés avec la question du traitement de la pauvreté et celui de la prévention en fait des risques dans un fin 19e siècle où en fait classe laborieuse
classe pauvre se mélange aussi avec la classe dangereuse. C'est l'idée qui est proposée du coup en 1881. Cependant, il va falloir attendre un petit moment pour que l'idée se concrétise, notamment qu'on trouve les fonds nécessaires, et ce qui va être possible malheureusement par la mort de Jean Chazière, qui est un riche lyonnais qui fait un legs important à la commune, notamment dans le but de créer cet orphelinat. C'est quelque chose qu'il a écrit dans son testament, et donc le conseil municipal va analyser, va regarder ce legs et l'accepter. Et donc, le 48 rue des Missionnaires va devenir l'emplacement pour l'orphelinat qui doit au départ accueillir 40 jeunes filles. Donc à partir de là, il va y avoir de nombreuses sources qui vont définir en fait le projet concrètement, qui on accueille, pourquoi, à quelles conditions, combien de temps, etc. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer assez sommairement. Donc en fait, entre le moment où le legs est approuvé et accepté par la mairie, et l'ouverture, il se passe une petite dizaine d'années. Et en 1895, excusez-moi, il y a déjà 14 fillettes. Et ce nombre va me faire qu'augmenter en fait jusqu'au début jusqu'à après la Première Guerre mondiale. Pour essayer de donner un peu de chair à cette description chronologique, je vous ai mis un extrait du règlement intérieur de l'orphelinat, qui parle notamment des modalités d'accueil. Donc, on réaffirme le but d'accueillir les jeunes filles pauvres qui sont nées à Lyon, de parents français et lyonnais, âgés de 4 ans au moins et de 13 ans au plus, orphelines de père et de mère, ou seulement de mère. Donc, c'est la première... le premier article, c'est sur quoi on va analyser les demandes qui vont être faites une fois que l'internat sera ouvert. Donc, on peut faire plusieurs observations. D'abord, la primauté d'un recrutement régional, français et du coup lyonnais, ce qui exclut en fait certains types de populations, notamment les jeunes filles qui seraient peut-être nées en dehors de la commune, qui seraient peut-être venues avec leurs parents ou sans leurs parents pour travailler notamment dans l'industrie. Ça exclut également les enfants trop petits, de moins de 4 ans, c'est-à-dire ceux qui auront besoin d'une attention plus particulière, qui auront un moindre niveau d'autonomie. Et le dernier trait qu'on peut analyser, c'est l'exclusion en fait d'une orpheline seulement de pères. Parce que c'est de pères et de mères, mais pas seulement de pères. Donc ça renvoie aussi à l'idée aussi tout à fait courante à la fin du XIXe siècle qu'une mère seule peut en fait finalement très bien s'occuper de ses enfants. Ça renvoie à l'essentialisation des femmes et de leur occupation. Cette citation coupée devait vous suggérer que le traitement dans l'orphelinat est un traitement gratuit. Donc on accueille les jeunes filles, on leur fournit une éducation. Normalement, elles vont jusqu'à la fin de l'école primaire. Et si elles ont des capacités particulières, elles seront encouragées à continuer leurs études dans les collèges du peuple, en fait, qui naissent à peu près à cette époque-là. Donc dès la création de l'orphelinat municipal, l'idée de l'instruction est primordiale. Ça renvoie à la fois aux idées républicaines de la mairie et généralement de la Troisième République, notamment avec les lois de scolarisation, et aussi à vraiment une volonté d'intégrer ces jeunes filles, si possible, à une éducation, à un nouveau projet d'éducation qui est assez nouveau à cette époque-là. Cela n'empêche pas que toutes les enfants n'iront pas forcément dans un collège du peuple, et notamment, je ne pouvais pas mettre tout le règlement parce qu'il est très très long, mais notamment il y a des articles qui précisent en fait qu'elles suivent une instruction ménagère au sein de l'internat. Donc à partir de 11 ans, 12, 13, ça dépend à quel âge elles passent la fin des études. En fait, pendant plusieurs années, elles restent à l'internat pour se former aux tâches dites féminines, notamment l'entretien et l'occupation des plus jeunes enfants qui sont présents à l'internat. Donc ça, c'est le projet, la première réalisation. Il n'empêche que jusque-là, il n'y a que des jeunes filles orphelines qui sont accueillies. Donc en 1901, sous l'impulsion de l'adjoint au maire Victor Faure, la création d'un orphelinat municipal laïque de garçons est remis à l'ordre du jour. En fait, c'est quelque chose qui était déjà présent au projet initial, mais on n'avait pas eu les fonds pour le faire. Et en 1901, on relance ce projet. 1907, on est d'accord pour la construction de l'orphelinat. Ça permettrait à la fois d'agrandir celui des filles,
Donc on passerait de 52 à 70 places et on accueillerait 50 garçons entre 4 et 13 ans. Le but à la fin pour ces jeunes hommes, c'est de suivre un apprentissage. Donc ce n'est pas la même finalité. Les jeunes filles peuvent rester plus longtemps pour suivre en fait un apprentissage ménager au sein de l'internat. Ici, c'est vraiment le placement qui est important et la finalité, qu'est-ce qu'on fait après cette période-là. Cet agrandissement de l'orphelinat, il répond aussi à une demande parce que cette formule lyonnaise, elle a eu un certain écho et elle a trouvé son public et les demandes sont assez régulières et les archives, notamment les mots des directeurs et directrices successifs, font preuve, montrent qu'ils ont une accumulation de demandes et ils ne peuvent pas répondre non plus à toutes celles qui sont faites. Donc c'est à la fois accueillir des garçons mais accueillir aussi beaucoup plus de monde. Je vous ai mis une petite photo des garçons dans un couloir. Et oui, elle est en train de sauter. Bon. Donc ici, j'avais mis la source, mais elle n'est plus là. Bon, la date n'est pas précisée. C'est une fourchette entre années 50, fin 45 et 65, il me semble. Donc une vingtaine d'années. Et donc on voit les petits garçons, là, ils sont dans le couloir devant le réfectoire. Donc on les voit jouer ensemble, etc. Ils se chahutent. Et vous avez la même photo, le même cadre de photo avec les petites filles. Et les petites filles, c'est dommage que je n'ai pas la photo, mais en fait, elles sont toutes rangées, là et ici. Elles ont des livres, elles sont assises et il y en a même qui cousent. Donc on a vraiment deux façons de concevoir l'accueil et le traitement des garçons et des filles. C'était juste pour montrer un petit peu des enfants. Alors, à partir de là, l'orphelinat, il va traverser la Première Guerre mondiale, il va accueillir plus de pupilles, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations, en tout cas sur ce que j'ai exploré là-dessus. Je fais des suppositions, puis avec la correspondance entre directeurs et les services de la mairie, on comprend qu'ils ont accueilli des déplacés, des enfants orphelins de guerre, etc. Néanmoins, après la guerre, la formule orphelinat ne convainc plus, en tout cas n'attire plus autant de personnes. Et en 1925, du coup, Édouard Herriot décide de transformer son orphelinat en internat. Donc, d'abord, on continue d'accueillir en premier les orphelins et les orphelines, mais on ouvre aussi les places restantes aux familles désireuses d'offrir une bonne éducation à leurs enfants. Cette volonté, elle s'inscrit aussi dans l'idée républicaine d'une instruction primaire démocratisée, qui se démocratise de plus en plus. Et je peux vous dire aussi que le choix du nom Favre vient du fait que c'était un membre du conseil municipal d'Édouard Herriot qui a œuvré pour l'internat, notamment pour la construction, l'ouverture de l'internat pour les garçons, de l'orphelinat pour les garçons. Et il est mort en 1917 sur les champs de bataille, donc c'était une manière aussi de lui faire mémoire, de lui montrer, lui et à sa veuve, qu'ils ont compté dans ce projet-là. Il y a quelque chose qui change à partir de 1928, et c'est coupé, j'en suis bien désolée, mais l'orphelinat, donc maintenant qui est devenu un internat, n'est plus forcément gratuit. Les parents et les familles, en fait, de manière plus générale, doivent participer aux frais d'entretien selon un barème qui va de 0, pas du tout de frais d'entretien, pas du tout de participation, à quelque chose qui reviendrait à payer complètement l'internat. Il y a aussi une nouveauté dans cette deuxième période, dans la transformation de l'orphelinat en internat, c'est l'ouverture d'un nouveau bâtiment qui sera appelé la Villa des Fougères, qui est destiné à l'accueil des enfants, filles et garçons, âgés de 3 à 5 ans. Donc ici, on vient essayer de pallier un manque, qui répond aussi à une demande, d'un accueil des enfants plus petits, avec du coup tout ce qui est lié à la petite enfance, avec du personnel formé pour ça spécifiquement, et un mobilier qui est adapté pour eux. Donc ici, vous avez le réfectoire des petits, avec les petites chaises, les petites tables, et d'autres photos nous montrent des activités d'éveil bien différentes de ce qui était pratiqué pour les autres enfants. Oula, ne faites pas attention à la faute d'orthographe. Il n'y a pas de faute du tout. Alors, il y a une autre permanence dans l'internat, donc accueillir le plus d'enfants
d'un public de plus en plus large possible, c'est aussi celui du suivi de la scolarité. Donc c'est quelque chose qui est déjà présent dans le projet au début, à l'orphelinat, et au moment de l'internat, ça devient quelque chose d'encore plus prégnant, avec 2 dynamiques, 2 périodes que je crois à peu près compris comme ça. 45-70, on se pose la question de l'orientation professionnelle. Donc il est plus vrai, c'est pas tellement question de réussir sa scolarité primaire, c'est surtout de qu'est-ce qu'on fait après ça. Ça va aussi avec cette période où finalement la majorité des personnes ne continuent pas 10-15 ans leurs études, font peut-être un CAP, etc., mais ne vont pas pousser jusque plus longuement. Alors que dans la période 70-90, c'est plutôt centré sur la réussite du premier palier éducatif, donc l'école primaire, avec un suivi beaucoup plus poussé sur cette scolarisation qui se fait en fait dans les écoles primaires de la Croix-Rousse. Donc c'est 2 temps avec toujours un intérêt pour cette scolarité, mais pas avec les mêmes finalités. Et dans cette deuxième partie, dans la période la plus récente que j'ai pu étudier, c'est vraiment la réussite des acquis primaires, les acquis de base, qui prônent toute la prise en charge. Alors, je vais parler très rapidement du présent, mais il me semble qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour en parler aujourd'hui. Mais voilà ce que j'ai à peu près trouvé quand j'avais fait mon mémoire, ça remonte aussi à 2-3 ans. C'est qu'en 2015, l'institution a fermé ses portes sous sa forme municipale, donc c'est plus la mairie de Lyon qui gère l'internat, mais que par la suite, il a rouvert et qu'il est financé, dirigé désormais par la métropole de Lyon. Il me semble que c'est pas dirigé. D'accord. Eh ben, je vais me le marquer. Merci. PEPS. Ouais. D'accord. Oui, j'avais cru comprendre que c'était pas, que les enfants n'étaient pas placés par. Oui. Je veux bien, oui, avec plaisir. Mais, super, merci. Ça serait vraiment sympa de votre part. Merci bien. Voilà. Donc, c'est mon bref petit tour d'horizon sur l'histoire de cette institution lyonnaise. Je sais que je n'ai pas tout dit, mais vu le temps que j'avais, je voulais essayer de faire quelque chose d'assez bref qui pose les jalons et qui permette de voir l'évolution. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tout au long de son existence sous sa forme municipale, l'orphelinat puis l'internat avait comme vocation de aider à la scolarisation des enfants, d'abord les jeunes filles, ensuite les garçons, qu'au départ cela était gratuit et dédié à un public spécifique, les orphelins, et qu'ensuite ça s'est ouvert, étendu à un public de plus en plus large, toujours dans cette vocation de réussite, d'éducation, réussite scolaire, ce qui s'est décliné d'abord sur plutôt fournir une base pour tout le monde, mais dans un but d'orientation professionnelle, et dans la dernière période, plutôt un centrage sur la réussite de l'école primaire. Maintenant, je voudrais vous parler du public accueilli un peu plus spécifiquement, et notamment les observations que j'ai pu faire sur les familles. Au début, je m'étais un peu posé la question, est-ce que je vous parle plus des enfants? Mais comme je suis soumise à des restrictions pour la protection des vies personnelles, et que je voulais quand même vous présenter quelque chose de global qui ait quand même du sens, j'ai fait le choix de vous parler des familles. Donc cette réflexion, je l'ai faite à partir des dossiers individuels, comme je vous disais en introduction. C'est l'ensemble des dossiers des enfants qui ont été radiés avant 1991. Sauf que ce dossier, qui fait 109 cartons en tout, il a beaucoup de qualités, mais un de ses défauts, c'est classé alphabétiquement, et que du coup, dans un carton, on peut avoir des enfants de 1903 avec des enfants de 1982, et du coup, on n'a pas toujours la même épaisseur, on n'a pas toujours les mêmes informations, donc pour pouvoir faire de la comparaison et faire quelque chose de plus ample, des fois, on se retrouve un petit peu bloqué. D'autant qu'en 2 ans de master, je n'ai pas pu tout regarder.
Donc s'il y a quelqu'un qui a une vocation kiné, allez-y. Il y en a encore beaucoup à faire. En tout cas, moi, je me suis concentrée sur 27 cartons, ce qui représente 663 cas d'enfants, avec du coup des épaisseurs bien différentes selon la période et selon ce qu'on conservait en fait tout simplement. Ce qui représente en fait la lettre A, parce que j'ai bien dû commencer par quelque chose, et la lettre B, et je me suis arrêtée ici. Donc il y a encore du monde derrière. Hein. Donc ces dossiers, ils sont composés l'état civil des enfants, des parents, des proches qui font les demandes, des documents sanitaires qui sont nécessaires quand on accueille un enfant dans un cadre collectif, la fiche de suivi scolaire, donc celle de l'école, avec les bulletins, les appréciations souvent des maîtresses, mais aussi celle qui est faite à l'internat lors des études, des formations ménagères qu'on a pu proposer, etc. On retrouve aussi souvent les demandes des parents, c'est sur ça que je me suis beaucoup penchée, parce qu'en fait, ils expliquent leurs motifs, leur situation, et aussi de la correspondance. Et il y a tout un formulaire, en fait, où on retrace, en gros, la parenté des enfants, pourquoi ils se retrouvent ici, qu'est-ce qui se passe, etc. Avec au cours du temps, une augmentation de l'épaisseur, en fait, des dossiers, avec l'intervention d'autres métiers, comme les assistantes sociales, etc., qui vont fournir de la documentation qui m'a été très précieuse, mais aussi tout ce qui est lié à la prise en charge des enfants, donc pédopsychiatres, etc., qui font des dossiers et qui sont disponibles dans cet ensemble de dossiers. Donc ça, c'était ma méthode. Essayer là-dedans d'identifier, de trouver peut-être des constances sur le public accueilli, et aussi essayer de déceler en fait le maintien ou non du lien familial entre parents et même la parentèle et les enfants accueillis. Donc ce deuxième aspect, je vais le laisser de côté pour l'instant. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Ce que je vous présente là, pour le coup, c'est des tableaux que j'ai faits, donc un peu de statistiques sur ce que j'ai pu trouver sur les familles et leurs profils socio-professionnels, etc. Donc là, j'ai divisé en 3 temps, quand l'internat était l'orphelinat. Ensuite, à partir du moment où l'internat devient à partir du moment où l'orphelinat devient un internat, merci, jusqu'à 1945, donc l'entre-deux-guerres, et ensuite, troisième temps, 45-70, et j'essayais de voir s'il y avait des permanences, s'il y avait des changements, si du nouveau public était accueilli, notamment en regardant ce que font les parents. Donc dans le premier temps, donc, au début de notre période, ça fait pas beaucoup, 32 je sais, mais c'est ce que j'ai pu trouver. Sur ce que j'ai pu voir, on a une majorité de veufs, femmes abandonnées par son mari, divorcées, abandonnées par sa femme, filles mères abandonnées par sa femme. En fait, tout ce qui est lié à des situations qui créent des orphelins, donc décès d'un des parents. Et contrairement à ce que dit le règlement intérieur qu'on a pu voir, j'ai à peu près autant de veuves ou de veufs qui font une requête et qui sont accueillis, dont nos enfants sont accueillis au sein de l'orphelinat. La condition aussi géographique d'être né lyonnais et d'avoir des parents français, etc., ça va s'assouplir drastiquement à travers le temps. Et en fait, dans mes dossiers, ça n'a pas été forcément le cas. Après, je n'ai pas vu toutes les demandes refusées non plus. Mais en tout cas, pour ce que j'ai vu, ce n'était pas vraiment un argument déterminant, en fait, concrètement, dans l'admission des orphelins. Pour ce qui concerne les internes de l'entre-deux-guerres, on a encore on a moins de veufs et de veuves. Ils existent encore, mais on voit apparaître déjà plus de mères, pères célibataires, séparés, divorcés. Donc le critère en fait d'être veuf, d'être seul, c'est aussi élargi. Il ne s'agit pas seulement d'avoir perdu quelqu'un par la mort. C'est juste des séparations qui font en fait une situation de parents isolés qui motivent les demandes et qui motivent aussi l'entrée des enfants au sein de l'internat. On voit apparaître aussi des parents mariés, séparés, divorcés, qui sont tous les deux à l'origine de la demande. Ce n'est pas soit la mère, soit le père. Là, c'est vraiment un projet des deux parents
pour accueillir leurs enfants. À partir de ce moment-là aussi, la nationalité des parents est plus précisée. Donc on a des parents espagnols qui apparaissent. Et ça renvoie aussi à l'immigration que connaît Lyon. On a un nombre de dossiers plus important qui est aussi lié à l'augmentation du nombre de places disponibles au sein de l'internat. Et est-ce que je vous ai... Non, je ne vous ai pas mis ça. Ces données, je les ai complétées également avec l'étude des profils socioprofessionnels. Et dans la première période, en fait, on a beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières, aides ménagères, ce type de personnes-là, donc ce qui renvoie aussi avec une certaine pauvreté, notamment dans cette première période, donc celle d'avant, où les parents, pour motiver leur demande, fournissaient aussi un certificat d'indigence. Et c'était aussi déterminant dans le refus ou l'acceptation de l'admission de leur enfant au sein de l'orphelinat. Ici, c'est moins le cas. Et dans notre dernière période, je ne vous ai pas mis ce tableau-là, mais c'est pour montrer l'ouverture aussi des origines et de l'immigration à Lyon. Et dans cette dernière période, on retrouve toujours cette prégnance des mères qui font les demandes en tout cas, avec quand même de plus en plus les pères qui interviennent, les pères qui font les demandes, qui participent aux entretiens. Il n'empêche qu'il y a toujours des constantes, celle de l'isolement soit familial, avec un parent seul qui n'a pas forcément de famille proche qui puisse prendre le relais pendant que la personne travaille, et aussi le maintien d'emplois soit plutôt précaires, aide-ménage, etc., soit des emplois en fait, qui ne permettent pas, quand on est seul, de s'occuper toute la journée des enfants. Notamment, je ne vous l'ai pas mis, mais un nombre important d'infirmières, de personnes qui travaillent très tôt le matin, où il n'y a pas de maternelle pour les plus petits notamment, ou très tard le soir, où personne ne peut garder leurs enfants. Donc ce double discours est encore très présent en 1945-91, même si dans cette dernière période, la question de la réussite scolaire est devenue très prégnante, avec un souci surtout qui complète ou non les demandes, de faire réussir aux enfants la scolarisation en primaire. Donc là, on rejoint vraiment l'internat scolaire, ce qui est bien différent du premier projet qui était celui de l'orphelinat. Eh bien, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, des remarques, je vous laisse le micro. Merci. Bien, merci beaucoup. En ce qui me concerne, un certain nombre de choses m'ont frappé dans votre exposé. Tout d'abord, c'est l'existence d'un critère de choix ou d'accès fondé sur l'appartenance territoriale, bon, la nationalité française en première intention, mais également l'origine lyonnaise en deuxième intention. Et c'est tout à fait intéressant parce que je retrouve absolument les conclusions auxquelles le groupe que j'avais dirigé à l'époque où la sociologue Anne Gottman travaillait sur l'hospitalité urbaine. On voit l'aumône générale de Lyon qui se trouve absolument submergé par le nombre d'assistés potentiels et dont les recettes sont drastiquement insuffisante. Et la politique de l'aumône générale de Lyon au XVIIIe siècle consiste à réduire de plus en plus le nombre d'assistés potentiels, en particulier à l'égard de ce qu'on appelle les vieux et les vieilles, c'est-à-dire que les critères d'âge et les critères de résidence à Lyon sont repoussés dans le temps. Par ailleurs, l'accès des orphelins est également limité aux Lyonnais, au point que les enfants des faubourgs se voient refuser cette assistance. Et il y a là une sorte de continuité historique qui pose question.
Alors, j'ai évidemment été un petit peu dérangé par la minceur de vos effectifs. Oui. Lorsque vous avez dit que vous aviez travaillé sur la lettre A et la lettre B, cela a amusé votre auditoire de ce soir. On pourrait dire également que, ma foi, vous avez eu de la chance, dans la mesure où on est très souvent obligé de travailler par sondage. Lorsque l'on fait des travaux démographiques de grande ampleur, on ne peut pas prendre toute une population en considération. Et en l'espèce, on a pu se demander quelles étaient les lettres alphabétiques les plus significatives, c'est-à-dire qui étaient le moins sensibles aux variations linguistiques liées à l'origine. Et il se trouve que la lettre B, c'est l'une de celles qui reflète le plus fidèlement la répartition anthroponymique de la population française. Bon. Depuis, on a préféré les célèbres TERA, les TRA, qui sont à la base d'une enquête pharaonique lancée par l'Institut national d'études démographiques et dont on attend les conclusions. Alors, sur les points de détail, j'ai un problème pour déterminer la position de la rue des Missionnaires. Bon, j'ai compris que c'était la Croix-Rousse, mais où je ne sais pas. C'est la rue Chazière, voilà. Bon, ça se devinait un petit peu. Bon, mais ma foi, un petit plan. Oui. Bon, mais j'ai deux questions plus directes. Tout d'abord, sur quoi reposait le financement en 1928 ? Et deuxièmement, lors de la création de l'institution, y avait-il une volonté exprimée ou latente de combattre l'influence cléricale dans le domaine de l'assistance aux orphelins ? Alors, pour la première question, celle des financements en 28, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai essayé de chercher, en fait, sur ce que j'ai vu. Après, je ne dis pas que j'ai tout vu et j'ai peut-être pas bien vu. Mais en tout cas, il tournait en rond en disant la mairie va s'en occuper. Et le directeur disait je veux bien, mais il faut que quelqu'un s'en occupe. Et je pense que c'est la mairie qui a levé des fonds, mais je ne sais pas à partir de quel domaine. Peut-être que oui. J'ai fait une recherche comme vous. Ouais. Mais tout à fait, parce que je suis au PEP et il se trouve que je suis administratrice référente de cette domaine-là. Donc j'ai beaucoup travaillé dans les archives comme vous. Et j'ai trouvé un document où en fait c'était censé être laïque, mais il y avait un prêtre qui venait faire le catéchisme. Tout à fait, oui. Mais la laïcité n'empêche pas, en théorie, la pratique des cultes. Non, il pouvait aller à la messe. Oui. Mais c'était, il me semble, ce que j'avais vu, c'était à la demande des parents. C'était pas automatique. On proposait aux parents. Oui. Tout à fait. Après, en 1880, au début du projet, il n'y a pas encore de loi de séparation, donc finalement, je pense pas que c'est... que ça soit... Sans père ni mère. Oui. Oui. Oui aussi. Oui. Tout à fait. Il y avait des orphelins complets. Ça dépendait la famille. Je pense que ça dépendait aussi du tuteur et ce qu'il décidait pour l'enfant. Après, ça ne m'étonnerait pas que tout le monde y soit allé de toute façon. Mais je dis que ce que je vois. Est-ce qu'on a des familles qui reviennent sur plusieurs générations ? Oui. Par exemple, on trouve la mère, la fille. Oui, c'est arrivé. Oui, il y a des... alors, sur 2 générations... le père... il me semble que j'avais vu un dossier où c'était le père et le fils. Après, je ne sais pas si ça a continué. J'ai pas trouvé plus. Mais oui. En plus, comme c'est par ordre alphabétique, des fois, on a autant père et fils. Et puis, dans la correspondance, parfois, il y a des échanges de souvenirs, comme quand on fréquenterait une école. Municipal à l'origine, qui se conclut, et il y a toujours des liens avec, vous l'avez dit vous-même, les présupposés, les valeurs de la République de l'époque, mais ça se poursuit, et entre autres, on voit notamment l'arrivée des familles, l'arrivée de l'orientation professionnelle, mais là aussi, avec les préoccupations de l'époque. L'orientation professionnelle, elle est très tributaire des fameuses, comment il disait,
de Establé, primaire professionnelle et Oui. secondaire supérieur. Oui. Il y a une petite, vous avez peu d'exemples de dossiers, pour les raisons que vous avez Ouais. dites sans doute, mais il y a une petite Sylvie, elle s'appelle dans le dossier, qui veut faire du dessin, on lui dit non, tu fais de la couture. Tout à fait. Je veux dire, c'est très caractéristique aussi des années 60, ça a été Oui. dénoncé comme tel, expliqué, montré. Tout à fait. Et en même temps, on voit bien que par contre, la place des familles ne cesse d'augmenter. Oui. Alors, puisque ma collègue a fait allusion effectivement au PEP, à l'association PEP, on avait en 2014 organisé un colloque et auquel on avait convié le dernier directeur, il est peut-être dans la salle, M. Lorchel, je ne sais pas, le dernier directeur de cet internat. Et dans son intervention, j'ai repris son texte d'intervention, il a beaucoup développé le travail des familles avec ses commissions, des commissions éducatives qui président à l'admission, toujours volontaires, Oui. d'enfants. Donc c'est intéressant de voir la continuité. En ça, votre travail, c'est bien un travail d'histoire sociale, parce que à travers le prisme que vous avez mis sur un établissement, le cadre d'un mémoire n'est pas suffisant pour... Il y a des limites, oui. On peut voir quand même une Oui. très bonne, à la fois illustration et exemple d'une politique nationale, d'une antipolitique nationale vis-à-vis de la Oui. antipolitique, c'est par exemple ce que vous avez dit sur les enfants pauvres, classe laborieuse, classe dangereuse. Enfin, Oui. Tout à fait. Oui, l'internat pour ça est un reflet vraiment des mutations de tout ce siècle, mais en même temps avec des particularités, avec des choses qui sont traitées quand même avec... Aussi, ça aurait peut-être été intéressant, si je refais la même référence que tout à l'heure, de voir aussi les écoles, comment ça se passait dans les écoles, parce que c'était pas forcément comment c'était vécu dans ces écoles. Tout à fait. Ça aurait été intéressant de rencontrer. Il doit y avoir encore des Oui. survivants, je dirais, Tout à fait. des enseignants de cette époque, responsables d'établissements, notamment de la Croix-Rouge, qu'on pourrait peut-être retrouver et interviewer et sur lesquels il y aurait, lesquels on pourrait tirer des renseignements. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire, oui. Vous dire ce qu'il en est aujourd'hui, parce qu'effectivement, la phrase dirigée par la métropole ne correspond pas à la réalité. C'est ce que j'avais cru avec toute ma limite de connaissances. Hein. Pas du tout pour vexer personne ou dire des... En 2014, j'ai cité cette date, c'est parce que précisément c'est la loi de création de la métropole. Ouais. Que, on était dans une période intermédiaire où il n'y avait pas de décision qui pouvait se prendre parce qu'on attendait une loi qui ne venait pas. D'accord. Et donc, on avait organisé cette rencontre avec Glassman, le sociologue, enfin bon, ça, et en attente d'une décision qui ne pouvait être prise que par une institution dûment créée, Oui. qui a été la métropole ensuite. D'accord, oui, ça doit être moi qui... Mes ouais. collègues vous en diront 2 mots sans doute. Bien sûr. La période où l'internat s'est ouvert un peu à tout le monde, parce qu'il y avait de moins en moins d'orphelins, j'ai trouvé dans les documents beaucoup de mères, de familles, qui mettaient leurs enfants pour que c'était écrit comme ça, pour que leur fille après être une bonne femme de ménage, une bonne maman, l'image traditionnelle de la femme. Ah oui, 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 oui. Tout à fait. Enfin, de manière... Mais c'est pas que les demandes des parents, même au niveau de l'institution, c'est une demande... Je peux pas vous perdre trop de temps à... Mais il y a... Où est-ce qu'elles sont ? Dans les occupations, en fait, dans le règlement intérieur, après, au début de période, hein, je dis pas que ça a été une constante pour toute le... Vous connaissez mieux mon mémoire que moi. ça a bien travaillé la question. Page 90, c'est pour l'internat, donc ça, c'est vraiment... Enfin, c'est pour le pavillon Fougères, et je faisais un lien avec les politiques natalistes de Vichy. Et enfin, là, par exemple, là, je suis désolée, ça fait un petit peu... je vous montre ce que j'ai écrit, mais... j'avais cité les archives, du coup, le carton un peu consacré à la villa des Fougères, et dans ce carton, on peut trouver... un document qui est la délibération du conseil municipal du 4 octobre 1943 où le projet de cet accueil des petits 3-4 ans
Et la protection de l'enfance, car c'est le premier plan de nos préoccupations. Ainsi, tous nos efforts dans ce domaine s'inspirent de la politique familiale suivie par le gouvernement pour encourager la natalité et développer une surveillance efficace de l'enfance malheureuse. Donc en fait, c'est toujours en résonance, comme ce cher monsieur nous a bien montré, entre les inspirations, les politiques globales et celles celles qui s'appliquent en fait à la municipalité. Mais c'est vrai que cette idée d'envoyer les jeunes filles en internat, enfin à l'orphelinat puis en internat, pour leur apprendre leur métier de femme, leur métier de mère future, sûrement femme au foyer, etc. C'est quelque chose qui est constant et je suppose aussi que c'est lié aussi au pensionnat en fait scolaire bourgeois qui accueillait les jeunes filles bourgeoises, qui leur apprenaient justement à coudre, à être plaisante, à tenir une discussion, à accueillir, etc. Et ben en fait c'est une sorte de traduction populaire de un peu cette Et en plus, à l'époque où ils étaient nombreux, parce que chez les filles, par exemple, il y a eu des années où ils étaient plus de 100. Oui. Et c'était très pratique parce que c'est elles qui faisaient le ménage. Tout à fait. Elles faisaient la vaisselle, Tout à fait. le ménage, elles faisaient Oui, oui. les repas. Et ça évitait d'avoir du personnel en plus. Tout à fait. Et c'était vendu comme une formation, présenté comme une formation aux parents. Et enfin, voilà. Ils pouvaient avoir aussi un système un peu de parrainage entre une vieille orpheline, enfin une orpheline de 12, 13, 14 ans qui n'allait plus à l'école et les petites qui arrivaient. En fait, elles étaient un peu la deuxième maman et elles étaient responsables. Dans le règlement intérieur, il me semble même qu'il est précisé que si la jeune fille dont elle est responsable par exemple, est sale ou ne se tient pas correctement, on entendra rigueur à la plus grande qui est responsable d'elle, etc. Donc c'est vraiment ce côté, on joue à la maman pour de vrai. Voilà. Et c'est constant, oui. C'est ça. Allez-y, si... Excusez-moi. Alors, je vous avoue que quand j'ai fait mes recherches, c'est un aspect que j'ai complètement laissé de côté, parce que personnellement, ça ne m'intéressait pas forcément dans le cadre de ces recherches-là. Mais le terrain était assez grand. Au début de la période, en tout cas, ils avaient leur propre potager. Ils ont aussi une cour très grande. Le bâtiment aussi est pensé un peu comme les écoles républicaines, aérées, avec une double ouverture comme ça, les services principaux au centre. Et il y a des photos aussi qui montrent des terrains de basket. Il y a une photo qui s'appelle Bambi aux fougères où les enfants sont avec une petite biche dans le parc. Donc je pense que c'est assez... Au départ, c'était le grand bâtiment de la maison de famille Oui. de Joseph. Oui. Et puis après, ils ont construit le deuxième bâtiment derrière, qui était relié par ce qu'on a vu tout à l'heure, le couloir, Oui. vitré, où les petites filles lisaient, les petits garçons se battaient. Ouais, si tu veux. Je suis sexiste. Et après, le troisième bâtiment C, c'est celui de l'orphelinat des petits garçons. Et il existe toujours, la maison des fougères, qui est une maison jaune, qui est toujours rue Chazet. D'accord. Mais je crois qu'il n'y a plus rien dedans. Il y a une ferme pédagogique. Il y a une ferme pédagogique. Depuis quelque temps. D'accord. Il y a eu d'abord une crèche, il y a une dizaine d'années, je dirais, 7-8 ans, une crèche. Et maintenant, depuis 2 ans. Elle a dû ouvrir l'année dernière parce qu'il y a eu le D'accord. Covid. Donc ça... Mais il y a une ferme pédagogique. D'accord. Ah ben oui, c'est madame qui était présidente et qui l'a ouverte. Si vous voulez qu'on vous parle de la ferme, il n'y a aucun souci. Pour l'utilisation du terrain. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que maintenant, il y a un relais d'assistant maternel qui utilise le rez-de-chaussée du bâtiment des fougères. D'accord. J'ai visité donc, il y a 5 ans, et qui est en très mauvais état, qu'il faudrait réhabiliter, et il n'y a pas de moyens pour, malheureusement, parce que c'est un très beau bâtiment. Oui. Il y a une crèche qui a été construite, un bâtiment neuf juste à côté, il y a pas mal d'années, là, je pense. Parce qu'au niveau du terrain, moi j'ai connu, parce que je suis propriétaire ancienne, mais récente, je suis pas allée à l'internat, c'est que tout le terrain allait de la rue Philippe-Lassalle, là où il y a le stade Bailly actuellement, jusqu'à la rue Chalière. Oui, donc c'est... Énorme. Ouais. Actuellement, le parc dans lequel sont situés les bâtiments d'internat, c'est 2 hectares 3. Je connais par cœur les surfaces, d'habitude pour en avoir un chiffre pour l'association. Mais 2 hectares 3, c'est l'impact de la
Mais c'est une. Cimetière La Croix-Rousse étant agrandi d'ailleurs, je pense, en partie sur ce document. D'accord. Et le stade. Et le stade, bien sûr, Stade Bayeux, qui a été construit. Merci pour toutes ces précisions. C'est vrai que c'est pas un aspect que j'ai du tout travaillé, donc. Et ce qui est intéressant, attends, juste Oui, dernière bien remarque, sûr. c'est que le troisième de bâtiment dont parlait Madame Brun est en péril, alors que c'est le bâtiment le plus récent, construit dans les années 34, je crois, en 1934, comme ça, en mâche fer, et il a été fermé il y a quelques années parce qu'il est en péril avec des fissures. Alors Ah. que le bâtiment qui date de la fin du 19e siècle, le bâtiment d'origine, bon, était plus tout à fait aux normes. Il est en partie actuellement, mais il est toujours très solide sur ses fondations. D'accord. C'est très beau. Oui, c'est vrai que c'est joli. Oui, peut-être pour vous dire aujourd'hui que cette histoire se prolonge de Oui. façon un peu différente, puisque ce n'est pas un internat municipal, mais c'est un internat scolaire et social Mm. qui est géré par une association, qui était au départ les pupilles d'enseignement public, une association née en 1915 et qui a eu comme président notamment Léon Jouot et Édouard Herriot, qui était maire de Lyon et qui fait aussi partie de cette histoire. Parce que Bien je sûr. suppose que le maire de Lyon se préoccupait de ces situations et avait envie de prendre soin de ces enfants dont les familles éprouvaient des difficultés. Et c'est la raison, sans doute, qui l'a amené à développer cet internat. Alors, les PEPS ont été, les pupilles d'enseignement public ont été un mouvement national qui ont bien sûr accueilli en première intention des orphelins de guerre. Hein. L'idée, c'était encore une fois de prendre soin des enfants. Et aujourd'hui, ce mouvement national c'est une fédération à Paris qui regroupe 108 associations, mais qui sont sur le territoire français. Et nous sommes un certain nombre à nous intéresser à votre travail, que ce soit Pierre Bresse, que ce soit Françoise Brun, parce qu'ils sont membres de l'association des PEP 69 de la métropole. Voilà. D'accord. Et cette association aujourd'hui a à peu près 450 salariés dans ce secteur, avec un secteur qui accompagne des personnes déficientes sensorielles, d'autres plus sur des troubles du comportement, des troubles psychiques, pour faire vite, et enfin le dernier secteur qu'on appelle protection de l'enfance, avec notamment cet établissement et un autre dans le Beaujolais. L'histoire aujourd'hui, c'est accueillir des enfants donc, qui sont en difficulté, mais en amont des procédures lourdes de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont repérés par les travailleurs sociaux dans les écoles ou au sein des familles, et après l'élaboration d'un projet avec la famille, avec l'enfant, avec le travailleur social, il peut rejoindre cet établissement dans le cadre d'un internat de semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, et il est scolarisé, cet enfant est scolarisé dans les établissements de proximité. Voilà, alors les PEP, bien sûr, c'est un mouvement qui agit pour l'inclusion. C'est un mouvement avec des valeurs laïques, solidaires, citoyennes, et c'est les PEP donc qui portent aujourd'hui ce projet. Et je crois qu'on n'est peut-être pas sorti encore de la démarche expérimentale, j'ai l'impression. On nous finance toujours dans ce cadre-là, mais en tout cas, on trouve que c'est une idée éminemment moderne, et puis pour cette raison-là, c'est de donner une place aux familles, une vraie place aux familles. Les familles ne subissent pas l'arrivée dans l'internat, mais les familles restent très impliquées dans le projet de l'enfant, et le travail qui est fait, c'est pour que ce jeune enfant revienne dans sa famille. Oui. Alors voilà, je ne vous dis pas le travail qui est fait par les équipes éducatives, hein, avec la famille
et avec le jeune. Mais nous sommes assez fiers de gérer cet internat aujourd'hui où il y a à peu près, je parle sous 36 enfants. Voilà. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est une prise en charge qui est complètement, enfin qui est moderne et qui a mis beaucoup de temps à infuser, à prouver, hein. Parce que là, tout le long, moi, je peux pas parler de l'époque d'aujourd'hui parce que, enfin, vous êtes beaucoup plus mieux passé que moi pour en parler. Mais quand on travaille sur l'internet et qu'on lit toute l'historiographie sur, par exemple, l'assistance publique, sur les hôpitaux Dieu et tout ça, et qu'en fait, on se rend compte que ici, bah, il y a une formule un peu je dis pas que ça réussit toujours, mais qu'il y a vraiment une volonté de garder ce lien et d'inclure la famille et qu'il y ait des discours, des échanges qui soient faits dans le cadre d'aider les enfants et bah, en fait, de construire son environnement comme ça de manière saine, sans couper en fait. C'est vraiment très intéressant. Si on peut illustrer juste par ce qui s'est passé à la fin, pour la fermeture Oui. en tant qu'internat municipal, encore une fois, c'est l'ancien directeur, je m'appuie sur ce qu'il avait dit. 2005, j'avais noté, il y a eu de la part de l'État, parce que le problème c'était ça, c'est qui finance la mairie, la municipalité, commençait à trouver que ça coûtait cher. Alors je ne suis pas au courant de la totalité des raisons qui ont amené à la décision, mais il en avait cité deux qui semblent intéressantes. En 2005, il y a une création d'un dispositif de réussite éducative, internat de réussite éducative. Là, l'internat FAB, tel qu'il était, a été reconnu dans ce mouvement-là, et il a continué d'être financé partiellement, mais financé. Donc la municipalité, l'internat est resté sous son statut municipal. Et puis en 2009, chacun fait les rapprochements politiques généraux qu'il faut. En 2009, on a mis en avant les internats d'excellence. Beaucoup plus élitistes, beaucoup plus problématiques dans leur réalisation, d'ailleurs ça n'a pas tellement duré. Et à ce moment-là, la municipalité a dit nous, on ne joue pas dans cette. Enfin, c'est pas, quand on ne joue pas, c'est pas notre projet, c'est pas ce que vient d'expliquer Tout à fait. Bernard Bouchard, le président des PEP, parce que ça, on ne s'y retrouve pas. Et c'est à ce moment-là que, alors il y a eu un maintien de financement partiel, une extinction lente, disons, légèrement accompagnée, mais sans plus, jusqu'à la fermeture nette, la municipalité disant on ne prend pas en charge ce type de. Mais le besoin, tout ce que vous avez montré reste, et C'est ça. donc c'est à ce moment-là le cas de la protection de l'enfance qui a repris le relais par le département, donc la métropole en l'occurrence, d'où le nouveau, avec la possibilité d'un nouveau projet tel que vient de l'exposer mon collègue. Alors, Tout à fait. ce qu'il faut dire aussi, c'est que la période où c'était plus quand c'était dans les années 50-60, c'était un internat scolaire. C'est-à-dire que la municipalité prenait des enfants dans cet internat qui avaient une situation temporaire difficile. Par exemple, une mère qui avait plusieurs enfants et qui était à l'hôpital, qui était très malade. Mais l'enfant, il restait un certain temps. Oui. Il pouvait rester 3 mois, 6 mois, 1 an. Tout à fait. Plus. Voilà. Et donc, c'était vraiment un internat scolaire temporaire. Oui. Oui. On ne prenait pas les enfants pour 2 ans ou 3 ans. Oui, ça c'est quelque chose aussi que j'ai pu voir avec le peu de dossiers que j'ai pu consulter. Mais au fil des ans, enfin au fil de la période, en fait, la durée de présence d'un enfant ne fait que réduire, enfin, dans cette dynamique-là. Et vers la fin, en fait, c'est souvent d'une année scolaire à l'autre. Bah, si ça va mieux, il repart pour l'année chez lui. C'était lié vraiment à la situation familiale. Oui. Je vais peut-être laisser la parole enfin, si je peux faire le maître d'orchestre, mais. Durant la période où c'était un internat, est-ce que vous savez si les enfants retournaient dans leur famille le week-end ou pendant les vacances? Oui, en tout cas, les familles étaient incitées à aller prendre. Je pense que les week-ends, c'était pas toujours très possible, mais il y avait des sorties qui étaient organisées. Et les vacances, c'est vraiment quelque chose qui revient dans les dossiers individuels. Bah, justement, la correspondance entre directeur, directrice, le personnel et les familles. Bah, vous venez chercher des choses très matérielles, mais vous venez chercher tel jour, etc. Et il y avait même, il y a même des lettres un peu de remontrance de parents qui ne viendraient pas, etc. On les rappelle. C'est vraiment une volonté de l'institution. Et une autre question, mais un peu bête, je ne peux pas chercher sur Google parce que je ne capte pas. Internat et pensionnat, quelle est la différence? C'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout, comme ça. On va te mettre en pension si c'est pas ça. C'est vrai, une grande menace. Je pense qu'un des éléments, c'est peut-être, et c'est une question que je voulais poser, c'est que les internes vont dans les écoles du quartier. Oui. Et notamment dans les écoles
fait. Alors ma question c'était justement quand c'était un orphelinat avant, est-ce que vous savez si au début de la première moitié du XXe siècle, est-ce qu'ils allaient dans les écoles du quartier déjà ou pas? Oui, il me semble. Hein. Alors l'école de la Fontaine elle était en 1934. Ouais. C'était une seule école. Ouais. Donc j'ai eu Mais oui, oui. Je me souviens plus du nom, mais elles sont toujours allées à l'école en dehors. Ouais, c'est possible. Il me semble qu'elles allaient à l'école dès le départ. C'est l'école de la Fontaine. Mais avant, là comme ça. Peut-être dans le. Et par contre, pour répondre à madame, Oui. sur ce que les enfants rentraient, la majorité des enfants, quand c'était l'orphelinat, ne rentraient pas, mais il y avait des jours et des heures de visite où la mère, si c'était la mère qui était tutrice, ou si l'enfant n'avait pas de parents, un oncle ou un tuteur, peu importe, pouvait venir le voir. Donc c'était très limité, parce que c'était le dimanche, soit du 10h à 12h30, soit l'après-midi de 14h à 16h. Et quelques-uns rentraient chez eux, mais ce n'était pas la majorité. Oui. Et ça, c'est encore vrai dans les années 50-60. Oui, peut-être. Je retrouve plus le truc. Bon. Avez-vous pu accéder aux archives concernant les commissions d'admission, c'est-à-dire leur composition et leur délibération, ou ces archives-là n'existent pas? Pour l'origine et l'évolution du projet et son orientation, les commissions d'admission devaient jouer un rôle majeur. Oui. Et donc avez-vous pu justement trouver des archives et suivre au cours des ans cette évolution de décomposition et Ouais. des conditions d'admission, des discussions, des délibérations? Je n'ai pas consulté de documents intitulés comme tel. En fait, les dossiers que j'ai pu consulter étaient étiquetés, par exemple, délibération du conseil municipal liée à telle chose. Et dedans, il y avait plusieurs délibérations, plusieurs textes qui parlaient de la question intitulée, le sujet en fait du dossier. Et de souvenirs comme ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. La commission était composée de 2 adjoints, de la directrice de l'école, c'était adjoint d'habillement aussi. C'était souvent des femmes qui étaient directrices à l'époque, Oui. en particulier chez les filles, évidemment. Et il y avait comment s'appelle celui qui gère l'argent municipal, le régisseur municipal. Il y avait aussi un membre de l'équipe éducative. Ils se réunissaient et c'était le maire qui décidait, en fonction de ce qu'il voyait, si l'enfant était accepté ou pas. Oui, c'était le maire qui avait la décision finale. Oui, au fond de ça. Alors pour ce qui est du vécu des enfants, enfin en tout cas ce qu'ils ont pu transmettre, pour la première période orphelinat, en fait, la majorité des choses que j'ai pu voir, c'est lié à la correspondance qu'ils ont avec les autres membres de leur famille, et notamment les lettres que des proches envoient en fait, à l'administration pour avoir des nouvelles, etc. Donc on voit un attachement, et je trouve, en tout cas pour ce que j'ai pu voir, mais pour la première période, c'est pas parce qu'un enfant n'a plus son père et sa mère qu'il est détaché en fait de sa parentèle, et il y avait beaucoup d'émotions et d'empathie et en fait de solidarité familiale qui se mettait en place, même si les proches ne pouvaient pas forcément prendre en charge cet enfant et étaient du coup dans cette institution.
Après, vous avoue que j'en ai pas eu beaucoup de dossiers de cette période-là. Du coup, c'est vraiment des petites traces lacunaires, donc je ne peux pas faire de généralité. Pour ce qui est de la prise en charge psychologique, j'en ai pas vu de traces dans cette première période. Après, ça s'institue plus, entre deux guerres et après-guerre surtout. Et vous aviez une troisième question, non? Oui, oui. Même dès la première période, en fait, j'ai pu voir sur les listes de personnel où c'est par exemple marqué, je crois qu'elle s'appelle Pauline. Pauline qui a passé plusieurs années à l'internat et est revenue en tant que lingère. Voilà. Il y a eu des générations qui sont passées dans l'internat, qui sont revenues y travailler, et je pense que... C'est bien écrit, c'était dans une démarche de remerciement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des liens très forts qui se tissent, qui existent entre la famille et les enfants placés, mais aussi entre le personnel en fait et les enfants et qui vivent qui vivent avec eux au quotidien. Donc tout ce qui est lié au travail de la prise en charge. Citez quand même, en 87, je crois, 1987, dans le livre, vous citez une lettre de directeur qui dit « Les parents inscrivent les enfants directement, volontairement, souligné par vous, sans intervention de la DAS ou de l'éducation. » Oui. Ça veut bien dire, là pour le coup, je ne sais pas ce qu'on peut entendre derrière la DAS, mais peut-être que le soir. Alors qu'après, dans les dernières années, encore une fois, si on appuie sur le dernier directeur, le soin était repris. Il cite lui-même, il nous avait donné donné quelques exemples de dossiers, entre autres d'enfants qui avaient été repris par l'hôpital mère-enfant en vue d'une réorientation. Donc là aussi, on sent, il me semble, une évolution vers ce qui est une pratique communément admise. Enfin, Oui, tout à fait. Largement. Oui. Mais en 87, c'est pas si vieux que ça. Non, non. Et le directeur avait l'air de se barricader d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une chasse gardée et vraiment une volonté d'être dissocié. Voilà, de pas. C'est quelque chose à part. Les directeurs et directrices en sont très vindicatifs. Ils le montrent en tout cas dans les archives pour ce que j'ai pu voir. Et à partir des années 50, il y avait un médecin titré qui venait régulièrement, je crois que c'était une demi-journée par semaine, pour voir les cas, évidemment quand il y avait une maladie, en particulier une maladie infantile Tout à fait. Et après, alors je ne connais plus exactement la date, mais il y avait un psychologue aussi, D'accord. qui était là pratiquement à mi-temps. Et je crois qu'il était venu après la Seconde Guerre mondiale. Ok. Pour justement aider les enfants à faire le deuil de leurs parents tués. Bah, je vous remercie pour ces informations complémentaires. Pour le coup, je ne peux pas. Enfin, moi, j'étais témoin de l'intérieur en fait en tant que personnel éducatrice. J'ai travaillé dans les 2 derniers internats municipaux, l'internat du Cerverin qui était à Oui. Parmilieu, qui accueillait de jeunes Lyonnais qui vivaient en plein milieu de la campagne. Donc, je vous laisse imaginer des grands bâtiments avec les écoles intégrées, une classe d'adaptation, 80 enfants lyonnais qu'on allait chercher le lundi et qui rentraient chez eux tous les vendredis. Ça a déjà été un coup très dur en fait pour l'ensemble des personnels qui travaillaient, enseignants, éducateurs, psychologues, moniteurs éducateurs exclusivement. Enfin voilà, une belle communauté éducative qui a été déjà bien, assez choquée. Enfin voilà, je ne sais pas comment le dire. Enfin, il y avait quand même une dimension sociale et éducative très très forte et très fédératrice autour des enfants. Enfin voilà. Et puis j'ai ensuite travaillé de 2005 à la fermeture à l'internat de Favre. Donc du coup, voilà, il en reste quelque chose aussi de très très fort. Avant la fermeture, il y a eu beaucoup d'anciens qui sont venus. Et puis quand même dans le grenier aussi, on voyait les dates, voilà, avec des noms, des cris. Enfin, vraiment une histoire qui s'est éteinte pour nous, en tout cas, qui étions de l'intérieur à ce moment-là. Parce que ce qu'on a défendu pendant 7 mois avant la fermeture, c'était aussi justement cette valeur forte d'une compétence non pas territoriale, mais qui était portée quand même par la ville de Lyon et qui sert. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu 2 fermetures d'instances très très fortes au niveau social qui ont pris fin à ce moment-là. Et du coup, je revois quelques-unes de mes collègues. J'ai des contacts parfois avec des enfants qui sont passés par là et qui sont aujourd'hui adultes, jeunes adultes. Et forcément, dans les institutions, il y a des moments pas faciles. Hein, c'est quand même du collectif. Enfin, voilà, il y a des choses pas évidentes, mais il en reste une
responsabilité à l'égard de ces familles monoparentales à 70%. Enfin, il y a un gros travail quand même, un maillage. Voilà, moi je témoigne de 1995 à 2015, en fait, 30 ans quand même d'un travail avec une équipe éducative très très forte, avec psychologues, assistants sociaux, un travail individualisé, enfin quelque chose de vraiment qui moi a forgé mon identité d'aujourd'hui aussi. Il en reste quelque chose de très très fort de ces institutions qui n'avaient pas valeur d'exister, qui n'étaient pas reconnues comme travaillant avec des sujets à difficulté et qui pour autant faisaient un travail très approfondi et très structurant, je pense, pour les enfants qui sont passés par là, dans un autre cadre de réussite éducative effectivement. Mais si vous voulez poursuivre votre travail de mémoire et faire mémoire de ces fermetures, moi je suis là. C'est très gentil, merci. Il y a quelque chose qui ne s'est pas écrit là et qui est peut-être pas fini. Tout à fait, oui, oui. Ouais. C'est très dur. Je veux bien concevoir, oui, quand on a passé autant d'années et puis on a dû voir passer du monde. Ah oui, oui, ça a été. Et les gens ne comprenaient pas parce qu'en fait la décision de Gérard Collomb, puisque c'était lui qui avait été fermé, c'était uniquement parce que l'internat devenait trop cher. Il n'avait pas forcément tort, parce que quand les PEP ont repris, le budget que nous allouait la métropole était exactement la moitié du budget de la ville de Lyon. Ah oui. Donc évidemment, quand on sait qu'on peut tourner à 1 million et qu'il y avait un petit peu moins d'enfants avec 2 millions, un budget de 2 millions, Oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. c'est difficile pour les salariés, c'est difficile aussi. Oui. Mais quelque part, c'est un peu justifié. Vous l'avez senti, ça? Vous savez, ça, non? Quoi donc? Que c'était uniquement pour des raisons financières? Oui, oui. D'ailleurs, les gens croyaient que Gérard Collomb avait l'intention de faire un hôtel de luxe. Ouais, Oui, en ce qui me concerne, j'aurais encore deux petites curiosités. Bon, tout d'abord, dans les chiffres que vous nous proposez, il y en a un qui a toute chance d'être significatif, même si votre échantillon est très mince. Ce sont les 39 Algériens sur un total de 48. On est dans un ordre de grandeur de 40%. Et je suppose que si vous aviez étendu votre échantillon, eh bien, l'observation n'aurait pas été invalidée. Oui. Donc ma question est, avez-vous pu mettre cela en relation avec les travaux de Geneviève Massard-Guilbault sur l'immigration algérienne? Et la deuxième question, c'est, ne fût-ce qu'à travers quelques entretiens non directifs, avez-vous pu suivre le devenir de ces orphelins? Que sont-ils devenus? C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup quand j'étais en train de faire mon mémoire. Mais pour ceux qui se lancent là-dedans ou qui ont déjà fait, on a des idées comme ça et à la fin, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et je vous avoue que je suis contente de ce que j'ai fait, mais je le trouve beaucoup de défauts, notamment celui-ci, de ne pas avoir fait d'entretien, mais aussi avec le personnel qui a traversé les époques et qui aurait pu aussi témoigner, les parents, etc. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, mais j'ai manqué de temps, je vous avoue. Mais c'est quelque chose qui, je pense, serait très intéressant à voir, de mettre en relation avec la socio, tout ça. Et nos Algériens? Et nos Algériens? Oui, tout à fait. Ils étaient français jusqu'en 62. Oui, oui. Mais comment dire? Ce n'est pas moi qui les qualifie ainsi, c'est dans le dossier qui sont qualifiés ainsi. Je sais pas. Enfin, il ne faut pas croire que c'est moi qui ai précisé la nationalité en faisant des sortes de suppositions un peu de travers. Quand j'ai pu le mettre, c'est parce que dans le dossier, c'était marqué comme tel. Voilà. Bien, eh bien, ma foi, très grand merci. Merci à vous pour votre accueil.